sur ce cas-là. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette magnifique salle du Palais des Congrès de Saint-Malo pour la suite du congrès de la Fédération de l'assurance CFE-CGC. Pour le confort de tous, veuillez mettre vos téléphones portables en mode avion et terminer de vous installer confortablement. Il est temps de débuter en prenant un peu de hauteur. Excuse-moi, c'est bien l'idée de prendre de la hauteur, mais on l'a déjà fait hier, tu vois, avec le drone, Saint-Malo. Les images étaient magnifiques, hein, je dis pas. Mais si t'avais autre chose comme métaphore pour aujourd'hui, ce serait bien juste pour pas se répéter, quoi. Oui, mais hier, nous avons seulement survolé les environs de Saint-Malo. Alors que ce matin, nous allons partir plus haut, beaucoup plus haut, pour vraiment prendre de la hauteur. Allez, go. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bien? Non, parce que hier soir vous étiez à fond, donc j'espère que ce matin c'est également le cas. Et moi j'ai encore ma voix. Oh, sérieux? Je pense que je vais y arriver. Ah, moi je n'en doute pas une seule seconde. Alors je sais que vous avez passé une bonne soirée, je voudrais savoir si toi Joël tu as passé également une bonne soirée hier. Une excellente soirée. Ouais, c'est vrai, j'ai des preuves. J'ai voulu faire un discours, on m'a donné une guitare. Ah, et tu t'en es très très bien sorti. Toutes les formes de communication, de l'agilité, c'est exactement toi, oui. je t'ai reconnu là. Oui. Bon, voilà pour la petite joke, bravo en tous les cas pour la performance, hein, c'était sympa. J'ai appris ça à l'école des présidents de fédération. Comme quoi on apprend tout. Hein. Alors, le jingle le disait à l'instant, on va continuer de filer la métaphore. Hier on était aux alentours de Saint-Malo et là on va vraiment prendre de la hauteur, partir très haut. On va le faire ce matin en sortant un peu de vos prismes métiers. C'est ça l'intérêt de ce genre de moment, d'avoir des intervenants, des conférenciers qui viennent nous nourrir d'autres expériences. Et puis, par analogie, vous allez en prendre une anecdote, d'autres, un souvenir. Et puis quand vous repartirez après dans vos métiers, vous serez nourris comme ça de choses qui vont vous aider à avancer, à voir les choses un peu différemment. Ces deux personnages hors du commun qu'on va avoir ce matin, c'est une vraie chance. On commence par celui qui viendra en deuxième position. C'est peut-être... c'est même sûrement l'homme dans cette salle qui est allé le plus loin de la planète, le plus haut, et qui va nous proposer les plus belles perspectives, sans aucun doute. Plus haut que nous, deux personnages au parcours exceptionnel, tu l'as dit, dont nous les avons connus grâce à Samuel Deluc, qui est dans la salle. Exactement. On avait organisé d'ailleurs une visite privée du Charles de Gaulle avec tout ce petit monde et pas mal de personnes du monde de l'aéronautique pour préparer nos interventions. On avait on a fait un déjeuner fabuleux avec eux. Ouais. On les avait revus début septembre avec toi, donc Jacques Crine et Michel Tonini. Alors, Michel Tonini, c'est l'homme qui est au milieu de l'hypertechnologie, on peut le dire comme ça. Michel Tonini, il est aussi pilote, il est général de l'armée de l'air, très connu pour avoir été cosmonaute avec les Russes, astronaute avec les Américains et spationaute en Europe, puisqu'il était chef de l'agence spatiale européenne. C'est lui qui a recruté Thomas Pesquet, donc un parcours très exceptionnel. Et puis, celui qui va démarrer. Et alors, dans un instant, autre personnalité. Alors, si vous connaissez le monde de l'aviation, si vous êtes un petit peu fondu de la patrouille de France notamment, vous l'avez forcément déjà vu avec ses moustaches extraordinaires et puis avec sa faconde, la personnalité du personnage, Jack Crine. Voilà, personnage haut en couleur. Ouais.
20 000 heures de vol. Alors lui, colonel de l'armée de l'air, mais il a piloté tous les avions, curieux de tout, un type assez incroyable. Enfin, exactement. Alors, on va le découvrir. On lui a proposé de venir et on lui a demandé de tenir en 15 minutes. Et Jack, je compte sur toi avec cette précision. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jack Crean. Bravo. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bon, je suis ravi d'être parmi des gens passionnés. J'ai pu voir hier que vous étiez tout animés d'une joie féroce pour l'exercice de votre métier. Je vais vous présenter un petit film juste avant qui va vous donner une partie de mon univers aéronautique, puis je vous dirai après ce qu'on peut en penser. Bon, vous voyez ce qu'on peut faire avec de la passion, du désir, ça tombe bien, puisque ça, c'est la prise de risque et la maîtrise des risques, et vous couvrez les risques. Donc ça tombe très bien. Et c'est aussi la deuxième définition, c'est qu'il ne faut jamais renoncer lorsqu'on a une passion au fond de soi. Moi, je m'occupe beaucoup des enfants maintenant, parce que quand on est jeune, on pratique, et quand on est vieux, on enseigne.
Donc je m'occupe beaucoup des jeunes. Et il y en a qui savent déjà, je dirais presque dès leur naissance, ce qu'ils vont faire, et d'autres qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie de faire. Mais de toute façon, le tout, c'est de pas bien démarrer, c'est de bien continuer. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire. On peut faire de l'art avec ce qu'on veut, avec panache, élégance, virtuosité. Et c'est toujours un grand moment dans la vie d'avoir des objectifs et de s'y atteler. Et on a, dans un peu notre culture, on a un peu peur de l'échec. On n'a pas la culture de l'échec, alors que l'échec, c'est justement la somme d'expériences qu'on peut faire pour arriver à obtenir les résultats escomptés, à obtenir les objectifs qu'on s'est fixés. La nature humaine est ainsi faite, c'est qu'on veut vivre à risque nul, on cherche beaucoup dans sa vie à trouver des réponses à ses peurs, conscientes ou inconscientes, et on ne peut pas s'en faire l'économie. Je veux dire, on est obligé de passer par là. Quand on a une passion, mon grand-père disait, la passion c'est comme l'amour, plus on est vieux, plus on s'accroche et plus ça devient important. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dirais, on peut procéder par échecs successifs. Et à chaque fois, c'est une expérience, et tout dépend de l'état d'esprit avec lequel on le vit. Ça veut dire que soit on se dit, bon, c'est mauvais, j'y arriverai jamais, je suis trop con, enfin, toute cette espèce de partie de notre pensée qui est absolument négative, dont on ne peut pas s'en faire l'économie, mais c'est là-dessus qu'on va baser la définition. On va trouver des stratégies pour arriver à ce qu'on s'est fixé, à les buts qu'on s'est fixés dans la vie. Bon, l'aviation, c'est une bonne partie de l'être humain. Panache, élégance, virtuosité. Vous avez vu que c'est un travail de haut niveau, c'est un travail de tous les jours, et c'est un métier où les risques sont vrais. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Vous êtes chirurgien, vous êtes conducteur automobile, vous êtes peintre, vous êtes champion de golf ou de tennis. Bon, vous perdez un match, c'est pas un problème, je veux dire, à part l'ego qui fatigue et qui souffre un peu. Alors que là, si le leader il loupe une figure, il entraîne toute son équipe par terre. S'il y a des équipiers qui ne font pas son boulot, il va mettre 3 ou 4 avions au tapis. Donc et par contre, je veux dire, au niveau de l'émotionnel, au niveau de sa personnalité, c'est vraiment derrière l'effort, derrière la peur qui est maîtrisée, il y a vraiment un grand bonheur. Et comme je disais, souvent la vie n'a d'intérêt que sur les risques et de prix que son peut la sauver. Donc, j'ai vu, moi, hier soir, j'ai discuté avec beaucoup de gens, de gens de votre métier, comment ils sont arrivés à ce métier et comment il y a un challenge derrière qui est absolument passionnant. J'ai vu des dames, d'ailleurs, qui avaient tenu des postes exceptionnels. Il faut du courage, il faut de l'audace. Il faut que cette énergie vitale qu'on a au fond de soi, on s'en serve et qu'elle crée quelque chose. D'ailleurs, donc, je vais dire, on fonctionne un peu avec le cerveau, c'est que si on arrive à se conserver un peu une bonne image de soi, dans la joie, on attire les bonnes choses. Moi, je me suis craché 4 fois en avion. J'ai eu 4 accidents graves. Je suis presque une injustice pour ceux qui sont morts pour 10 fois moins. J'ai 3 chasseurs à l'autre avion en tournant un film qui me sont partis entre les pattes. Ça n'a jamais été, j'allais dire, une erreur de pilotage ou une faute. C'est, bon, la mécanique a cassé, la structure a cassé, j'ai une perte de commande de vol. Et ce qui a été intéressant, c'est pourquoi je suis encore là pour le raconter. Alors, c'est intéressant dans une existence, c'est de savoir pourquoi on attire ces choses-là. Je pense que notre conscience, la motivation qu'on a, la vie, c'est comme un grand magasin. Je veux dire, vous avez tout. Si vous voulez l'amour, il y a le département amour, vous l'avez. Si vous voulez la guerre, il y a le département guerre. Si vous voulez le département connaissance, vous avez le département connaissance. Si vous voulez le département argent, il y a le département argent. Mais chaque chose, elle est duale. L'amour, ça peut être un paradis, ça peut être un enfer. L'argent, ça peut être une source de liberté, ça peut être une source d'angoisse, pas de déficit dans le bénéfice. La connaissance, ça peut vous amener à la sérénité ou à la frousse. Je veux dire, on est vraiment conçus. C'est un peu comme la mécanique quantique. Les Chinois avaient raison. Dans notre énergie, il y a un plus, il y a un moins. Leur symbole est parfait. Et on est toujours en train de se naviguer entre les deux. Moi, j'ai fait des études. J'ai participé aux études sur le cerveau avec Le Bihan, que peut-être les gens connaissent. Ça fait partie des 5 grands chercheurs pour voir qu'est-ce qui nous donne notre conscience, pourquoi on pense qu'on pense, et surtout, à travers la pensée qu'on a et l'état d'esprit qu'on a dans une situation, ce qui nous amène à un résultat, j'allais dire, le désir, le plaisir, ou alors une espèce de forme de souffrance. Dans la négativité, en fait, on attire vraiment les mauvaises choses. Mais si on pense positif, on attire les bonnes choses. On est du bon côté du grand magasin. Et ça se cultive, ça. Et notre culture, souvent, on a plutôt tendance à être dans le négatif. On valorise plus, on se sent plus en sécurité dans l'échec que dans la réussite. Et ça, c'est notre culture. C'est le fonds de commerce des religions qu'on nous a collé, c'est qu'on est né en état de péché originel. C'est fabuleux, ça. On va passer sa vie à réparer ses péchés. Alors que c'est pas du tout ça. L'énergie vitale qu'on a en nous, elle est faite pour créer, pour procréer, pour se faire plaisir. L'énergie vitale qu'on a en nous, c'est
C'est le désir de faire quelque chose et la réussite et le plaisir de la réussite est derrière. On est fait pour être joyeux, en fait. Et c'est la base de la bonne santé. Vous pensez négatif, vous allez être malade. Vous pensez bien, vous allez réussir. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai que 5 minutes pour vous parler. Est-ce qu'il y a des questions qui vous intéressent sur ce métier? Pas franchement. Bon, alors écoutez, la maîtrise du risque, c'est quand même, ça vous permet d'avoir une grande destinée humaine, de réaliser des tas de choses. La conquête du ciel, là, j'annonce Michel Tognini, lui qui est allé dans l'espace. Si on avait appliqué le principe de précaution qu'on nous applique maintenant, et qui est une imposture faite par nos hommes politiques, qui leur permet de botter en touche là où ils devraient prendre des décisions en disant non, il ne faut pas y aller. Justement, ce qui fait l'intérêt d'une vie, c'est de se servir de son intelligence, de voir tous les risques. Ça, c'est le principe de précaution. Et après, on y va. Si on avait appliqué le principe de précaution actuel, Michel Tognini ne serait jamais allé dans l'espace parce qu'on ne maîtrise pas tout. Par contre, on a l'intelligence, on a une intuition. Le cerveau, c'est comme un récepteur. Dès que vous avez une motivation derrière, il va vous trouver toutes les solutions. Et on disait pour la gloire de nos ailes, la victoire de nos armes, et en fin de soirée, l'amour de nos dames, parce que dans l'aviation, nous restons des gentlemen. Jingle Tonini. Allez, go. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, vous avez fait un petit voyage dans les airs, je vais vous emmener dans l'espace et je partage avec vous une expérience que j'ai faite avec les Russes et avec les Américains. Et cette photo vous montre la première mission que j'ai faite qui s'appelle Antares, qui était sur une fusée Soyouz. Cette fusée que vous voyez ici, c'est la fusée qui a décollé depuis le début. Elle a décollé 2000 fois. Elle a décollé avec le premier Spoutnik en 1957. Elle a décollé avec Laika, la chaîne Laika, rappelez-vous, un peu plus tard. Elle a fait décoller Gagarine. J'ai décollé sur cette fusée en 92. Thomas Pesquet a décollé sur cette même fusée il y a 2 ans. Et tous les astronautes, qu'ils soient russes, américains, japonais, canadiens, décollent encore sur cette fusée. Au décollage, vous avez tous ces moteurs qui vont s'allumer en même temps. Ce sont des moteurs à kérosène et oxygène. Vous avez 500 tonnes de poussée. Cette fusée est faite à Samara, donc au nord de Moscou. Elle est acheminée au centre de tir de Baïkonour. Nous décollons de Baïkonour. Le chemin se fait en chemin de fer russe. Il y a 3 jours, 3 nuits de voyage en chemin de fer russe. Si la fusée arrive intacte à Baïkonour, elle est bonne pour le décollage. Les efforts du chemin de fer russe seront supérieurs aux efforts du décollage. On a essayé de faire la même chose avec les astronautes. On les a cassés, donc maintenant, nous, on voyage en avion. Et dans cette photo, vous voyez en détail, il y a 2 fusées. Il y a cette fusée que vous voyez ici, qui est la fusée Soyouz. Et ici, il y a encore une deuxième fusée qu'on appelle tour d'éjection. C'est un siège éjectable pour les astronautes. Et cette tour est celle qui a fonctionné il y a exactement 1 semaine avec 2 cosmonautes, un russe et un américain. Et ils se sont éjectés grâce à cette tour qui sauve l'équipage dans tout le domaine de vol, de vitesse 0, altitude 0, jusqu'à Mach 28, qui est le point final où vous arrivez dans l'espace. Au niveau de l'intelligence artificielle, toutes les décisions d'éjection se font automatiquement. Donc on n'a pas vraiment à intervenir. On n'a pas à appuyer un bouton sur la capsule pour dire on s'éjecte. Ce système est fait automatiquement. Aussi, à vous dire que sur cette fusée, elle est, là, vous la voyez horizontale, elle va monter à la verticale en 5 minutes avant le décollage. C'est une des seules fusées au monde suffisamment robuste pour rester intacte pendant cette rotation-là. Si vous faites une rotation avec une fusée Ariane 5, elle casserait dans cette rotation parce qu'elle n'est pas considérée, elle n'est pas faite pour résister aux efforts de fluage. Donc ça, c'est la fusée avec les bras qui sont repliés sur la fusée. Donc nous allons avoir tous ces bras que vous voyez ici, cette structure pour amener l'ascenseur, pour amener les ingénieurs, les techniciens, pour mettre les branchements hydrauliques, tout ce qui est pyrotechnique. Et en dessous, vous avez un carnot. Le carnot, c'est là que vont s'évacuer les gaz chauds. Sans le carnot, la fusée se déstabiliserait au décollage et elle tomberait sur le nez, ce qui est très mauvais. Ceci est mon équipage en 92. Donc il y a un Russe, le commandant de bord, un deuxième Russe qui était l'ingénieur de bord, et moi je suis au milieu, je suis coincé entre 2 Russes pour éviter que je m'échappe.
Non, je plaisante, en fait, c'est que c'est la façon dont on fait la photo. Donc vous montez dans un ascenseur, imaginez-vous un ascenseur type appartement haussmannien, donc c'est pour 1 ou 2 personnes, c'est très très petit, la fusée elle n'est pas très grande non plus, donc on monte vers le haut de la fusée, l'aventure commence à ce moment-là. Vous grimpez, vous longez un petit tunnel qui est en haut de la fusée et vous vous asseyez au fond de la fusée. C'est petit, imaginez-vous une Fiat 500, vous êtes à 3 de front dans une Fiat 500 en scaphandre. Dieu merci, ce n'est pas le premier jour où vous rencontrez vos équipages, puisque nous nous entraînons au simulateur 2 ans avant le décollage. Donc vous connaissez vos collègues. C'est une chorégraphie que l'on fait pratiquement les yeux fermés. On se connaît au doigt et à l'œil, comme on dit. Et c'est très petit. Quand j'ai fait ce vol dans l'espace en 92, je suis rentré en France en disant je suis un héros parce que c'est très petit, c'est très serré. Ceci dit, j'ai pris le RER Alpha la semaine dernière à Paris à 8h du matin. C'est vraiment vous le héros. Et puis j'ai vu la piste de danse hier soir. C'était pas mal aussi. Donc vous voyez les cosmonautes avec leur scaphandre, ils sont prêts à décoller. On a un scaphandre. Et dans la photo suivante, c'est la photo que vous avez, la position que vous avez au décollage. Donc vous êtes allongé au décollage dans ce scaphandre qui est pressurisé. Le scaphandre n'est pas pressurisé au décollage, mais en cas de secours, si vous avez le choc d'un micrométéorite, on gonfle le scaphandre. Pourquoi ? Parce que sans le scaphandre, le sang va rentrer en ébullition en 2 minutes. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Donc le siège est le même pour tout le monde, c'est un siège baquet, très solide, parce qu'il faut résister au choc à l'atterrissage qui fait 15 G. Ce petit morceau bleu ici, il est moulé sur vous, et vous avez cette tige qui va monter de 40 cm à l'atterrissage pour amortir le choc à l'atterrissage, qui est quand même assez douloureux. Le décollage, c'est impressionnant parce que vous décollez, vitesse 0, altitude 0, 9 minutes après, vous êtes dans l'espace à 28 000 km/h. Et ça va très très vite. Vous faites un tour de la Terre en 1h30. Ça va tellement vite que le premier vol, lorsque je suis arrivé dans l'espace, j'ai voulu faire une photo d'Arcachon, la dune du Pilat qu'on voit très très bien. J'arrive sur Arcachon, je fais la photo, j'étais en Italie. L'orbite d'après, j'ai quitté les USA. Des USA, j'ai visé Arcachon. J'ai pu faire une photo avant, pendant et après. Ça veut dire que ça va quand même très très vite. On n'est pas habitué à ces vitesses-là. Vous faites 16 fois le tour de la Terre par jour. C'est assez impressionnant. Donc vous montez, la fusée va tomber derrière vous en 3 petits morceaux. Vous ne sentez rien. Et vous avez, pendant le décollage, environ 4 G. 4 G, ça fait, vous faites 4 fois votre poids. Donc moi, je fais 80 kg, ça fait 320 kg. Vous êtes 320 kg sur le ventre, que vous êtes allongé. Et vous montez comme ça avec ce petit éléphant de 320 kg pendant tout le décollage. Et vous montez jusqu'à les 9 minutes pour arriver avec le vaisseau Soyouz qui est intact. Ici, vous voyez les panneaux solaires qui vont se déployer tout de suite, les antennes radar, le madar image. Et au départ, quand j'ai fait mon vol en 92, il fallait 2 jours pour rejoindre la station. Pourquoi ? Parce que la Terre n'est pas un rond vraiment parfait. À chaque fois que vous faites une impulsion pour monter l'altitude, il faut attendre que le vaisseau tourne 3 fois autour de la Terre pour que les éléments se stabilisent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive à faire un rendez-vous en 5 heures. Et même celui qu'on a fait il y a 2 mois, c'était en 3h30. Donc l'intelligence artificielle augmente cette facilité de rendez-vous de plus en plus et on rentre maintenant dans la station très rapidement. Donc le vaisseau étant détaillé ici, vous voyez, nous sommes dans la partie du milieu qu'on appelle la capsule. Le moteur est ici à l'extérieur et ça c'est le compartiment orbital. Dès que nous sommes dans l'espace, nous flottons en apesanteur, on va se détacher nos bretelles, enlever les scaphandres, les faire sécher parce qu'on a un peu transpiré. Et vous avez ici une antenne radar, une deuxième antenne radar, le madar image, le périscope ici, le deuxième périscope ici. Donc tout est contrôlé pour avoir un système de secours quand ça ne fonctionne pas. Le système d'arrimage est fait avec 2 systèmes, une antenne 1, une antenne 2, et c'est fait par des systèmes automatiques avec l'intelligence artificielle que nous avons de plus en plus en fonctionnement rapide. Et si ça ne marche pas, le commandant de bord est au milieu, dans le siège du milieu, et il peut prendre l'arrimage manuellement, et il peut faire un rendez-vous manuel, et c'est ce que nous faisons à l'entraînement au simulateur. Donc le vaisseau arrive, vous arrivez face à la station, vous voyez la station, c'est quand même assez grand, 100 mètres par 100 mètres, imaginez-vous un terrain de foot, c'est un terrain de foot qui flotte dans l'espace à 400 km et à 28 000 km/h. La station est à 28 000 km/h, vous êtes à 28 000 km/h et il faut rentrer tout doucement dedans avec une vitesse de 30 cm par seconde. Vous arrivez à 10 km de la station, vous la voyez bien, elle est suffisamment grande pour bien la voir. Et là, quand vous arrivez dans la station, proche de la station, le contrôleur au sol, qui est à Moscou, à Kaliningrad, vous dit
équipage Ratnik, Wigatovi, Lastikovki. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêts pour le rendez-vous? Je suis prêt, Yagatov, Yavol. Alors vous arrivez, et là, il faut arriver à se mettre dans le mât d'arrimage en évitant toutes les structures. Vous voyez, il y a des panneaux solaires dans tous les sens, donc il faut faire attention parce que le système automatique va permettre de faire le rendez-vous automatique, mais si à n'importe quel moment l'automatisme casse, vous passez sur le système numéro 2, et si ça recasse, vous passez en manuel. Donc il faut faire assez attention à ces manœuvres d'arrimage. Au passage, je vous montre ici ce petit liseré bleu qui est notre atmosphère, c'est notre scaphandre à nous. Et on doit faire attention à protéger notre atmosphère parce que si cette couche disparaît, nous sommes tous morts. Moi, je n'ai pas volé sur la station ISS, mais la station Mir, qui était une station qui était plus ancienne, que vous voyez ici, qu'une station en étoile. Et arrivé dans la station, vous allez voir le vaisseau qui se rapproche tout doucement à 30 cm par seconde. Le taux de réussite est en augmentation parce que l'intelligence artificielle nous donne une sécurité qui est quand même beaucoup plus importante qu'avant. Cette petite tige en métal ici va rentrer dans le mât d'arrimage, qui est un cône. Une fois que c'est rentré au cône, le vaisseau va se rapprocher de la station. On va attacher tous les crochets qui sont sur le pourtour, et c'est bien attaché solidement. On va égaliser la pression entre le vaisseau et la station. Et là, vous rentrez après dans la station, donc un espace assez grand. Imaginez-vous, le vaisseau Soyouz fait 10 mètres cubes, donc 10 mètres cubes, c'est quand même pas très grand pour 2 jours, et vous rentrez dans une station qui fait, à l'époque, 400 mètres cubes. 400 mètres cubes, c'est vraiment énorme pour sortant de ce vaisseau Soyouz. Donc vous voyez, nous, on travaille sur les expériences médicales. Pendant ce premier vol, j'ai fait des expériences sur l'échographie pour vérifier comment le corps s'adaptait dans l'apesanteur, donc comment le cœur changeait, l'estomac, le foie, etc. Et on doit faire du travail quand même à la main, donc on doit faire des vérifications sur nous-mêmes ou sur le collègue russe avec qui j'étais, et l'intelligence artificielle dans cette mesure-là ne compte pas tellement. Deuxième expérience importante, c'est tout ce qui est neurosensoriel, comment le cerveau se réadapte au niveau de l'apesanteur. Vous flottez dans l'espace, donc tout le système mental et tout le système d'équilibre va changer. On mesure ces équilibres, ces différents équilibres, grâce à des expériences que nous avons dans la station. Là, après un vol qui a duré que 15 jours, on quitte la station après 15 jours. Le vaisseau va freiner lorsqu'on est au sud de l'Amérique du Sud, vers Buenos Aires. Après le freinage, le vaisseau va descendre tout doucement de 400 km vers l'atmosphère. On va toucher l'atmosphère au centre de l'Afrique. À ce moment-là, la vitesse va freiner. On va passer de 28 000 km/h à Mach 3. Et donc, la température de peau va passer à 2000 degrés. Donc, à l'intérieur, vous ne sentez rien. Mais le bouclier thermique qui est sous le vaisseau, qui est à ce niveau-là, va absorber les 2000 degrés. Donc, le vaisseau va rentrer et vous allez rentrer en trajectoire verticale à Mach 3, verticale le territoire du Kazakhstan, qui est une grande steppe de 400 km par 400 km. Donc, vous ne risquez pas de tomber sur un clocher. Le parachute s'ouvre à 10 km. Et là, vous descendez tranquillement avec le vaisseau qui est ici. Nous sommes tous les trois encore sur le dos, et nous attendons l'atterrissage qui va être assez intéressant. Alors l'atterrissage, donc vous arrivez à 1 mètre, les 6 fusées vont s'allumer en une fois, ce sont des fusées à poudre, pour amortir l'atterrissage. On appelle ces moteurs DMP, ça veut dire moteur d'atterrissage doux. Qu'est-ce que ça veut dire atterrissage doux en Russie? Ça veut dire si vous êtes vivant, c'est un atterrissage doux. Si vous n'êtes pas vivant, ce n'était pas un atterrissage doux. Donc moi, j'ai un atterrissage doux parce que je suis là aujourd'hui avec vous. Donc atterrissage avec la précision qui est accrue. Donc on a à 1 mètre du sol ces fusées qui vont s'allumer. C'est automatique, on n'a rien à faire. Ce sont des rayons gamma qui vont taper sur le sol. Ils vont calculer la vitesse de descente exacte. Et ensuite, eh bien, nous, on a tourné un peu dans tous les sens parce que, imaginez-vous, vous avez des suspentes qui font 150 mètres de long en dessous du parachute. La capsule qui va commencer à basculer à gauche et à droite. On n'a pas de moteurs latéraux pour amortir ce balancier. Donc quand vous tapez et vous commencez à tourner dans tous les sens. Et ça, c'est mon vaisseau qui est ici, qui a calciné parce qu'on est monté à 2000 degrés en température. À l'intérieur, vous ne sentez rien, heureusement. Et vous avez ici les Kazakhs qui viennent nous rejoindre avec leurs petits chevaux. Et vous avez dans cette photo environ 50 000 ans de transport humain. Rappelez-vous que chaque fois que nous avons inventé un moyen de transport, il n'y a jamais eu de régression. Même il y a un siècle, lorsque nous avons inventé l'avion, eh bien, on ne savait pas ce qu'on allait faire de nos avions. Aujourd'hui, nous avons 100 000 vols autour de la Terre chaque jour. Donc, deuxième vol, donc je repars de la Russie vers la France. J'étais à l'époque responsable du programme Hermès, non pas les sacs à main, mais la navette spatiale européenne.
Et cette navette, elle arrête en 92, au moment où je rentre en France. Et les Russes signent l'accord de coopération avec la Station spatiale internationale en 93. Les Américains avaient pas très envie de travailler avec les Russes non plus d'ailleurs avec les Américains. Et nous, Jean-Luc Chrétien et moi-même, arrivons à la NASA en 95 pour aider, pour rassurer les Américains sur cette coopération entre les Russes et les Américains. Et je retrouve à faire un vol avec la navette spatiale américaine. Et dans ce vol historique, d'après vous, qui est le commandant de bord ? C'est pas moi le commandant, parce que moi je suis le Français, je suis ici. Donc le Français, aux États-Unis, il n'a pas de responsabilité. Sauf que j'étais responsable avec de déploiement de ce télescope qu'on appelle Chandra. Donc, alors si vous ne le savez pas, le commandant de bord était une femme, c'était Aline Collins, qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai des États-Unis, et première femme commandant de bord d'une mission spatiale et d'une navette spatiale américaine. Donc, Aline Collins ici. Donc, le commandant de bord, le pilote, l'ingénieur de bord qui se trouve entre le commandant de bord et le pilote pour régler les pannes. Et nous deux, nous étions responsables du déploiement de ce télescope qu'on appelle Chandra, qui va récupérer les images rayons X des étoiles qui ont explosé, des trous noirs et des étoiles à neutrons. Donc, on arrive à Cap Canaveral, c'est de là que nous décollons. On s'entraîne à Houston, on décolle de Cap Canaveral. La navette Columbia est prête à décoller. Cette structure en rotation avec cette partie blanche va se mettre sur la partie cargo de la navette pour y rentrer nos télescopes ou toutes les charges scientifiques que nous avons amenées dans l'espace ou également les morceaux de la Station spatiale internationale. Donc un décollage, si on peut aller pour la vidéo, s'il vous plaît. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station paving the way for future missions beyond.
Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Ça donne toujours envie. Alors, vous avez vu la phase finale de la préparation de la navette avant le décollage. La navette est différente de la fusée Soyouz. Elle pèse 2000 tonnes au décollage et la poussée fait 3500 tonnes. Donc, c'est un monstre de poussée. C'est la seule fusée au monde qui décolle. Elle va tellement vite pour éviter de passer la barrière des 3G, de la facteur de charge 3G à Qmax, c'est-à-dire la vitesse maximale avec la densité de l'air maximale. C'est une fusée qui décolle et 30 secondes après le décollage, les moteurs sont réduits au ralenti. Vous décollez au ralenti. C'est assez impressionnant. Les boosters à poudre ne peuvent pas être régulés au décollage, donc on réduit la poussée des moteurs principaux qui sont des moteurs cryogéniques à hydrogène et oxygène. Donc de 30 secondes à 1 minute 30, les moteurs sont au ralenti. Et vous avez vu dans la vidéo, quand ils disent go à throttle up, ça veut dire là on peut mettre plein gaz. Et on met plein gaz de 1 minute 30 à 2 minutes après le décollage. Les boosters sont vides, ils vont tomber en parachute derrière la navette, ils vont tomber en parachute, arriver dans l'eau, on va les chercher après avec des bateaux et on les ramène à Cap Canaveral pour les démonter et les réutiliser pour le prochain vol. Là, une fois qu'on a décollé, donc c'est travail à l'américaine, à peine décollé, on ouvre les portes de la navette, on aperçoit le télescope qu'on appelle Chandra, qui est en entier, qui faisait toute la navette. On était assez lourd, c'est pour ça qu'on a fait un vol uniquement de 5 jours, avec 5 personnes à bord. Et là, vous avez le télescope qu'on a monté à 60 degrés, on a coupé les cordons ombilicaux, et après, on l'a largué. Il est toujours en orbite. J'ai appris il y a une semaine qu'on l'avait mis en mode safe, donc il est en train de perdre, il est en fin de vie juste en ce moment, mais il a fait quand même presque 20 ans d'images de trous noirs et d'étoiles à neutrons qui étaient assez intéressantes. Ensuite, nous travaillons sur les expériences secondaires. L'ingénieur qui était avec moi, Cady Coleman, travaille sur les plantes. C'était vraiment le départ pour les plantes. Aujourd'hui, on arrive à faire des jardins potagers dans l'espace pour préparer notre nourriture pour aller dans les voyages lointains. Et là, vous avez Steve Hawley et moi qui travaillons sur un autre télescope, un télescope suisse qui va chercher de l'eau sur Vénus, sur la Lune ou sur Mars. Donc c'est un télescope qui permettait vraiment de se mettre sur la porte de la navette et vérifier ce qu'il y avait comme eau dans les planètes. Pendant que là, je vous montre des photos de l'espace. Donc là, un beau lever de soleil sur Madagascar, avec le soleil qui est rasant, donc ça donne des couleurs bien dorées. Et là, vous avez une autre photo qui est intéressante. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Les pyramides, exactement. La question qu'on pose, est-ce que vous voyez les pyramides de l'espace? Oui, on voit les pyramides de l'espace, comme si vous étiez. Nous sommes à 400 km. Attention, il ne faut pas être pile vertical. Il faut être avec un angle de soleil à 45 degrés et être un petit peu décollé par rapport aux pyramides. Et cette photo est intéressante aussi. Qu'est-ce que ça peut être, d'après vous? La Corée. Eh oui, la Corée du Sud, la Corée du Nord. C'est une photo qui a été prise il y a quelques mois. Il faut vous dire que l'espace parle au niveau politique également. Après un vol de 5 jours, donc, on remet un scaphandre. Même chose, on met un scaphandre pour se protéger de l'ébullition en cas de dépressurisation. Et c'est un peu plus grave sur la navette parce que le volume est plus grand, donc on peut avoir des trous assez facilement. On met le scaphandre et on fait un retour. C'est un retour différent parce que la navette se pose comme un planeur hypersonique. Donc on fait une rentrée dans l'atmosphère. La température de la navette va monter également à 2000 degrés comme sur le Soyouz, mais la rentrée va se faire beaucoup plus douce. On va prendre 1,5 G pendant la rentrée atmosphérique, alors qu'on prenait 5 G sur le Soyouz. Et l'atterrissage extrêmement doux, non pas parce que c'était une femme qui était commandante de bord, mais parce que l'atterrissage est toujours doux, ça se pose comme un Airbus. Et la rentrée se fait en automatique. On prend le commandant de bord prend la navette en mode manuel, juste arrivé Cap Canaveral, lorsqu'on passe en subsonique. Donc on est en décélération de Mach 25 jusqu'à l'arrivée de Cap Canaveral. Là, on prend la navette en main et on fait le dernier virage qui va durer environ 4 minutes en manuel. Voilà, donc ça, c'est les premières images faites par notre télescope Chandra de Cassiopée Alpha, oui, en rayon optique du type Hubble. Ça, c'est Rosat, qui est un vieux télescope rayon X. Et ça, c'est nous ici, avec Chandra. Et vous voyez ici, ce petit point blanc, c'est une étoile à neutrons. Imaginez-vous une étoile à neutrons, gros comme la Terre, mais une masse 10 000 fois supérieure à la Terre. Donc, si nous étions sur cette étoile à neutrons en ce moment, nous serions écrasés par notre poids et par la gravité. Donc, le futur, c'est de faire une station spatiale
non pas avec 5 agences spatiales comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les Russes, Américains, Européens, Japonais et Canadiens, mais on voudrait rajouter avec nous les Chinois et les Indiens pour avoir l'ensemble de la Terre qui travaille en coopération, pour aller sur la Lune avec ces 7 continents, non pas de mettre un drapeau national sur la Lune, mais un drapeau Terre sur la Lune. Pour prendre de l'hélium-3 sur la Lune, imaginez-vous, il y a 500 millions de tonnes d'hélium-3 sur la Lune. 1 mètre cube d'hélium-3 donne l'énergie d'un continent sur un an. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. On parle aujourd'hui de village lunaire, village international. Aller sur Mars avec les 7 continents, pourquoi? Parce qu'il y a des similitudes entre Mars et la Terre. L'atmosphère était sur Mars au départ, il y avait de l'eau liquide sur Mars, tout ça a disparu, ainsi que la vie. Pourquoi la vie a disparu sur Mars? Comme Mars et la Terre se ressemblent, comment peut-on faire aujourd'hui pour protéger la Terre de l'extinction de la vie? Donc c'est vraiment intéressant. Astéroïdes, parce que tous les siècles, nous avons 2 chocs mortels d'astéroïdes sur la Terre. Comment faire pour aller vers un astéroïde et le dévier de la trajectoire de la Terre? Les points de Lagrange, qui sont des points d'équilibre entre la Terre et la Lune. Vous avez un point où vous pouvez être en équilibre sans être en rotation autour de ces corps. Les stations spatiales solaires pour ramener de l'énergie dans le futur. Les médicaments dans l'espace par la croissance de cristaux de protéines, ce que nous faisons aujourd'hui dans la Station spatiale internationale pour faire des médicaments très précis pour l'espace. Des stations commerciales pour faire tout ce qui est nanotechnologie ou les textiles du futur. Et le tourisme spatial, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même des privés qui sont intéressés par le secteur spatial et qui font une ouverture dans le tourisme. Et rappelez-vous cette phrase de Saint-Exupéry qui, je crois, vous avez entendu hier, pour ce qui est de l'avenir, on n'est pas là pour le prévoir, mais juste pour le rendre possible. Alors, on va vous parler aussi maintenant de l'intelligence artificielle dans l'espace, parce que c'était tout récent. La première expérience vraiment complète d'intelligence artificielle s'appelle Simon, pour Crew Interactive Mobile Companion. Donc, c'est cette petite boule que vous avez ici, qui est dans la station, qui va flotter, qui va reconnaître son astronaute. Donc, on l'a affilié avec un astronaute européen qui s'appelle Alexander Gerst, qui est allemand, qui est dans la station aujourd'hui. Et ce Simon va reconnaître son astronaute, se mettre face à lui et va l'aider dans les tâches de tous les jours pour l'expérience scientifique, comme sur les cristaux, expérience médicale également. Et également, ça peut être un objet qui va afficher les procédures de vol. Ça nous permet aussi, dans ce travail qu'on va faire en collaboration entre un astronaute et Simon, d'enregistrer ses réactions sur 6 mois, parce que les vols font 6 mois, de voir ses réactions psychologiques et de préparer les astronautes au niveau psychologique par corrélation entre ces vols et les sélections du futur pour sélectionner nos astronautes pour les vols longs qui vont durer 1 an et demi lorsqu'on parle des voyages sur Mars. Suivi de santé mentale et suivi de santé physique aussi. Donc là, je voudrais vous montrer aussi l'avenir. C'est un article sur Space News de 2017. Ça préfigure un petit peu nos maisons que nous aurons sur la Lune pour exploiter cet hélium-3. Donc c'est vraiment des projets qui sont en cours en ce moment. Et on va terminer sur cette image des astronautes européens, qui sont notre patrimoine à nous, avec les cosmonautes qui étaient sélectionnés en 92 comme moi, avec un Italien, Belge, Allemand, Français, Suédois, Français, Hollandais. Et ce sont les astronautes que j'ai recrutés, avec un Danois, Alexander Gerst, qui est allemand, qui est dans la station spatiale aujourd'hui, Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet, que vous connaissez tous, un Italien, et un Anglais, Timothy Peake, qui est aussi le 6e de la sélection. Rappelez-vous cette phrase de Tsiolkovsky, nous sommes dans un berceau qui est confortable, on n'est pas obligé de passer sa vie dans un berceau. Merci beaucoup. C'est bien, hein? La gloire de nos jeunes, toujours. Un immense merci à tous les deux pour ce moment. Je crois qu'on a tenu la promesse d'aller plus haut. Et comme en plus, vous avez réussi la prouesse d'être dans les temps, on va s'offrir 10 minutes d'interactivité avec la salle. Si vous avez quelques questions, profitez-en. C'est pas tous les jours, je vous assure, qu'on croise simultanément sur une même matinée Jack Rhin, Michel Tonini. N'hésitez pas.
tous les thèmes que vous souhaitez. Je vais descendre avec vous, avec le micro. J'ai une main là-bas, j'arrive. Alors attention à ce que mon micro n'accroche pas quand je vais passer sous l'enceinte. Où était-il? Ouais, là, j'arrive. Tiens, vas-y. Bonjour messieurs, merci pour cette belle expérience. Je vous avoue quand même que par rapport au programme de développement de la navette américaine, les raisons qu'ils ont abandonné, c'est le fait qu'ils aient connu cet accident, ou est-ce que parce que c'était désuet, et puis aujourd'hui on s'aperçoit qu'on volait, on allait sur la Lune dans les années 60, 1969, mais aujourd'hui pourquoi il n'y a plus rien de relancé? Est-ce que l'humanité se dit on a tout fait, on a fait le tour, on n'a plus besoin de le faire, ou est-ce qu'il faut relancer? Alors, c'est simple, hein, la question c'est sur pourquoi on a arrêté la navette américaine, la navette spatiale. La NASA avait la responsabilité du paiement de la navette, c'est quand même un programme assez cher, du programme de la station spatiale à hauteur de 50%, un programme encore assez cher, et du programme d'exploration future pour aller vers la Lune ou vers Mars. Donc on n'avait pas les moyens, la NASA n'avait pas les moyens d'avoir les 3 projets en parallèle. Elle a supprimé le projet le plus ancien qui était la navette américaine. Ça a été bien sûr accentué par les 2 accidents parce que le système n'était pas très très fiable, mais ça n'est pas arrêté puisque la NASA travaille sur un nouveau lanceur qui est basé sur les moteurs de la navette spatiale, plus une capsule Orion, une capsule nouvelle qui ressemble un petit peu à la capsule Apollo. Donc il y a une continuité, mais entre le début du programme et la mise en vol, il y a environ 8 ans et ça va décoller dans environ 2-3 ans. D'autres questions, n'hésitez pas. Alors Joël, puisqu'on se répartit la salle, il est au fond là-bas. Ah. Et on arrive jusqu'à vous avec le micro. Bonjour, merci à tous les deux pour vos témoignages. Une chose qui m'impressionne, c'est qu'on a l'impression l'un comme l'autre que vous êtes restés, vous êtes des hommes de base, puisque vous êtes les pilotes. Vous avez été formés, on a l'impression que vous êtes toujours aux manettes, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez, qui recrutez vos équipes, alors que j'imagine que comme nous, dans nos métiers, vous avez des contraintes financières et réglementaires. Est-ce que vous avez créé un syndicat des pilotes? Et comment est-ce que vous faites pour garder un petit peu ce leadership? Et je le dis, et ça fait rire la salle, mais parce qu'on voit bien que nous, dans nos entreprises, on a plein de contraintes, et que souvent, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir à la fois l'homme de terrain qui évolue vers des postes à responsabilité, ce qui nous fait parfois perdre cette compréhension de la base. Or, dans vos témoignages, c'est très fort. On a l'impression que vous êtes à la base et également en haut. Comment est-ce que vous faites? Micro. Ah, attends. On n'a qu'un micro. Là aussi. Oui, je peux répondre à ça. Bon, comment dirais-je? On a des progrès techniques qui sont exponentiels, puisque maintenant, l'intelligence artificielle nous donne un outil comment dirais-je, c'est infini. Mais l'esprit humain aussi est infini. Et en fait, c'est toujours le facteur humain qui prime. C'est un jour, il y a un monsieur qui arrive, qui a une idée, qui a une passion, et qui va mettre toute son énergie à trouver des solutions. Ça va donner des cosmonautes, ça va donner des ingénieurs, ça travaille ensemble. Mais quoi qu'il arrive, quels que soient les progrès techniques qu'on a, on n'arrivera jamais, je veux dire, à 100%, à un risque nul. C'est toujours le facteur humain qui prend la décision ultime, et c'est toujours le patron ou le gars qui a une illumination qui va entraîner les synergies. On prend un peu la patrouille de France, le leader, c'est un peu le chef d'orchestre, et on voit, pour maîtriser tous les risques, c'est un ensemble d'individus qui vont donner toute leur passion, toute leur énergie pour que ça soit parfait. C'est toujours le leader qui fait la chose, mais le leader aussi n'est rien sans les autres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie fabuleuse. Les 8 mecs dans la patrouille, ça fait une énergie de 30. Quand ils sont cosmonautes, un équipage, dans un environnement où les risques sont réels, je veux dire, on a des phénomènes émotionnels qui vont décupler de possibilités de décision, de résistance physique. C'est étonnant. Moi, je vais ramasser un crash à 30 G. D'ailleurs, physiquement, les médecins disent que ce n'est pas possible. Dassault a recalculé sur les images du crash, il m'a dit si, mécaniquement, c'est ça. Et ce qui veut dire, dans l'ultime seconde où j'étais dans une situation pratiquement de mort, mon cerveau, mon âme, je ne sais pas l'énergie que j'avais, m'a balancé une énergie, un peu comme dans les films d'anticipation. Dans des situations, quand les premières sorties dans l'espace, il y a une espèce de séparation qui se fait entre la prise de conscience, comment dirais-je, du danger, ça, c'est scotomisé, et par contre, tout est concentré sur l'accomplissement de la mission.
Et le facteur dans votre métier, c'est pareil, c'est que ça marche bien quand il y a un patron qui va bien, qui a de grandes idées, je dirais, positives de création, et il entraîne derrière lui tous les gens qui vont l'aider à travers leurs propres talents. Très bien. On a le temps pour 2 autres questions. Norbert Girard. Salut Norbert, ça va Merci. depuis hier? Oui, une petite question, alors pas sur l'IA en soi, mais je me suis laissé dire que finalement, un avion de chasse, ça se pilotait avec les fesses. Est-ce que c'est ça les limites de l'intelligence artificielle? Non, c'est pas idiot ce que vous dites. Parce qu'un transistor n'a pas d'émotion. C'est la différence, c'est que vous pouvez avoir tous les systèmes. C'est vrai que l'être humain a tendance à vouloir d'abord diminuer ses efforts, faire des machines qui travaillent pour lui et travailler à risque nul, à maîtriser tous les risques. On a des algorithmes, on a etc., des tas de choses, des tas de programmes. On a vu les limites. On ne va pas parler des catastrophes aériennes, mais je veux dire, en cas de danger, un système quel qu'il soit actuellement n'est pas capable d'inventer. Alors qu'un être humain, dans une situation redoutable, et je parle de... Il va sentir sa mort et on a des énergies vraiment qui nous viennent et lui va inventer quelque chose. Il va inventer le geste juste dans une situation non prévue. Et le devoir de précaution, en fait, c'est que dans tous les domaines, que ce soit vos métiers à vous, ou que ce soit dans tous les métiers, quand il y a un danger, un risque, bon, c'est pas tout le temps un risque de mort, mais c'est de confronter, d'apprendre, les vieux apprennent aux jeunes, c'est que même maintenant les pilotes de Rafale, c'est d'être confrontés avec une situation dangereuse possible pour l'identifier, ne pas s'y mettre, et si on s'y met, encore avoir un geste juste pour s'en sortir. Donc un système d'intelligence artificielle ne s'est pas inventé dans une situation non prévue ce qu'il faut faire. L'être humain, oui. Voilà qui pourra nourrir tout à l'heure le débat qu'on aura en deuxième partie de matinée sur l'intelligence artificielle. Sybille Kérébecker, allez-y. Bonjour, Sybille Kérébecker. J'ai admiré, bien entendu, tout ce que vous avez dit. Au-delà de la performance individuelle, on voit qu'il y a tout un collectif derrière vous et qui sont non seulement, je pense aux pilotes de la patrouille de France ou aux astronautes, cosmonautes, spationautes, mais à tous ceux qui sont au sol. Et qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement sur la gestion de l'ensemble du collectif et qui a généré toutes ces réussites? Alors c'est un travail vraiment collectif. Il y a un astronaute qui va dans l'espace pour environ 3000 à 4000 personnes qui sont au sol, mais on est constamment en interaction parce que les entraînements sont très très longs. C'est au minimum 2 ans entre le moment où vous commencez l'entraînement pour le décollage et la mission, et pendant tout ce moment-là, vous êtes au simulateur avec les instructeurs, avec les contrôleurs, et vous passez les examens avec les gens qui ont fabriqué le matériel, donc vous les connaissez vraiment bien. Et cette connaissance vous permet de les motiver pour le décollage, parce qu'eux, ils vont rester au sol, vous allez partir, mais ça va permettre également d'avoir une meilleure confiance dans le système. Cette confiance, elle va s'établir. Si je vous mets, vous, aujourd'hui, dans une fusée directement, sans entraînement, vous allez dire, j'ai un petit peu peur. Mais si vous connaissez les gens, les humains qui sont derrière, cette peur va être réduite. La confiance va être acquise, qui va réduire la peur. Donc, on arrive à se motiver, à avoir confiance dans le matériel, et avoir confiance en ces gens-là, et à les motiver. Dans mon deuxième décollage sur la navette spatiale, on a cassé un moteur au décollage. C'est pour ça que je n'ai pas montré le vidéo de mon décollage. On a perdu un morceau de métal comme ça qui a tapé sur la tuyère. Et nous, on n'a pas senti, ça n'avait pas de bruit. Hein. Il y a un bruit tellement énorme de l'extérieur qu'on ne voit pas. Mais il y avait un ingénieur qui était à Houston qui suivait la température sans nous le dire. La température du moteur droit est montée. À 100%, c'était la coupure du moteur, alors qu'on a décollé de nuit. La température est montée à 70%. Et on a su qu'on avait cassé un moteur lorsqu'on est arrivé en orbite. Donc oui, cette personne en avait suffisamment confiance pour lui laisser entièrement la responsabilité de la décision de la coupure du moteur s'il était trop chaud, pour revenir sur Cap Canaveral ou aller se poser en Espagne. Et en plus, il nous l'a dit que lorsque nous sommes arrivés dans l'espace, quand on est arrivé dans l'espace, on est arrivé 10 km en dessous de l'altitude normale, on s'est rendu compte qu'on avait perdu de l'hydrogène primaire dans ces trous du moteur. Donc il y a une confiance qui se fait, et ces gens sont impliqués autant que nous. Je dirais même dans des situations d'urgence, il y a des règles, des règlements, il y a une discipline, mais de temps en temps, il faut des gens qui soient capables d'overshooter ça, de dépasser l'état discipliné pour prendre la bonne décision au bon moment. Et ça, c'est le facteur humain. On ne sait pas encore faire ça à 100% sur un programme. On va avoir une autre question. Oui. Et une après. Bonjour. Voilà, c'est une question qui va être un peu polémique, mais ceux qui me connaissent ne les étonnera pas.
On a énormément parlé de Thomas Pesquet, de son vol, du Saxo. Alors, on est dans une ère de communication, de médiatisation, mais quelle était l'utilité, dans le cadre de ce programme, d'autant médiatiser l'intervention de Thomas Pesquet? Alors, c'était mon choix et ma décision, en discussion d'ailleurs avec les responsables européens. L'Agence spatiale européenne est l'agence de tous les Européens, y compris les Français. Les vols habités de Thomas Pesquet, le vol de Thomas Pesquet, venait 20 ans après le vol du dernier Français qui était dans l'espace pour un vol long. Donc il fallait qu'on mette un petit peu de médiatisation pour que les Français et les Européens prennent conscience de ce que l'espace habité existe, pour relancer un petit peu des vols habités. Rappelez-vous que nous sommes pratiquement une des seules grandes nations qui n'a pas l'accès direct des astronautes dans l'espace. Donc moi j'ai pris le choix de faire une médiatisation, mais je n'ai pas fait ça par Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, je l'ai envoyé là-haut, il n'a pas Facebook ni Twitter. Il avait juste un appareil photo, plusieurs appareils photo qui appartiennent à la communauté des astronautes et cosmonautes qui sont dans la station. Il faisait des photos quand il pouvait, le soir, le week-end. Et moi, j'avais recruté 3 youtubeurs en France qui diffusaient sur tous les réseaux sociaux, tous quels qu'ils soient, de façon à lui permettre de diffuser des photos que vous avez pu observer, et de façon à ce que ce vol puisse se faire en partage avec la France et l'astronaute français. J'ai fait la même chose avec les Anglais, avec Alexander Guest qui est allemand, avec les Italiens. Donc tous les pays européens ont eu droit à la même organisation qui n'a pas coûté très très cher. Mais ce n'est pas une polémique parce que ça ne lui a pas retiré du temps de travail, puisque Thomas Pesquet travaille toute la semaine du lundi jusqu'au vendredi, plus le samedi matin. Il a de libre du samedi midi jusqu'au dimanche soir. Et dans ce temps de libre, il peut faire la sieste ou des photos. Dans ce cas-là, il a fait des photos. Oui. Il y a quelque chose de remarquable dans la personnalité de Thomas Pesquet. C'est, vous savez, pour arriver à être cosmonaute, vous êtes the one. Donc c'est tout ce qu'il y a derrière, dans votre destin, dans vos angoisses d'être choisi ou de n'être pas choisi. Et c'est un extrême bonheur quand la mission réussit. Et il y a une partie de sa personnalité que moi j'ai bien senti. D'abord, c'est un beau bébé, hein, c'est un beau mec, il est bien câblé partout. Et surtout, c'est qu'il a essayé de transmettre à travers ça le plaisir, le bonheur qu'il a eu de faire cette mission et de la réaliser. Et ça rejaillit sur tout le monde, et en particulier sur les jeunes. Je veux dire, c'est un type qui partage, qui a su, à travers lui, partager le plaisir, l'immense bonheur qu'il a eu d'effectuer cette mission, d'être cosmonaute et de faire ce qu'il a fait. Donc je disais un peu aussi, c'est la réussite d'une vie, il ne faut jamais renoncer. L'avant-dernière question ici. Oui, bonjour, je suis admiratif quand je vois un peu tous vos exploits, et ça rappelle des vieux films comme L'étoffe des héros, où l'aspect humain était laissé de côté, et ça a progressé depuis. Il y a des progrès scientifiques, il y a les recherches médicales associées aux explorations, mais il y a une chose dont on ne parle pas du tout, c'est la pollution de la planète transposée à la pollution de l'espace. Est-ce qu'il y a des budgets alloués? Est-ce qu'il y a des réflexions pour qu'on ne laisse pas ça dans le même état que les océans aujourd'hui et qu'on accompagne l'exploration, puisque maintenant il y a les Indiens, les Chinois qui vont être associés, que tout le monde se mette autour d'une table et explore de façon propre. Il n'y a pas que le côté conquête, il n'y a pas que le côté exploit technologique, il y a aussi la préservation de ce que vous êtes en train de découvrir et d'exploiter à l'avenir. Alors, c'est vrai, il y a une pollution de l'espace. L'espace a des milliers d'objets qui flottent en apesanteur et qui ne redescendent pas sur Terre assez rapidement. Donc il y a un problème sérieux. Ce problème a été identifié. On sait qu'à chaque fois qu'on a lancé une fusée, je vous ai expliqué tout à l'heure dans le décollage, le premier étage tombe sur le Kazakhstan, le deuxième étage tombe en mer derrière la mer de Chine, et le troisième étage reste dans l'espace. Et il fallait faire quelque chose, parce que sinon il pouvait tomber n'importe où, entre 51 degrés nord et 51 degrés sud. Donc pendant des années, depuis l'époque du Spoutnik, on a explosé ces troisième étages. D'où ces milliers de débris qui sont dans l'espace. Aujourd'hui, on a mis en place une réglementation. Chaque personne qui décolle avec une fusée doit lancer son lanceur avec un moteur et une navigation pour le troisième étage, pour qu'il puisse rentrer, déorbiter et brûler dans l'atmosphère au-dessus d'une zone bien déterminée. Donc la mesure a été faite pour les lancements que nous faisons aujourd'hui. Pour ce qui est des débris que nous avons dans l'espace, nous avons des missions qui sont constituées pour aller dans l'espace, pour aller récupérer ces débris, les ramener sur le sol et les faire brûler dans l'atmosphère.
Donc il y a des missions qui sont faites par les Japonais il y a 2 ans. On va avoir des poubelles de l'espace pour aller chercher tous les débris que nous avons faits depuis une 60aine d'années. Et on va prendre la dernière question ici. Je peux terminer là pour les... Ah pardon, excuse-moi Jacques. 30 secondes, parce qu'effectivement, vous avez raison, autour de la Terre, il y a une vraie couronne de saloperies, de débris, et qui sont des vrais dangers. C'est tous les satellites qu'on change, qu'on envoie, ils risquent d'être détruits par ces débris. Et à H24, il y a des organismes qui sont chargés de dévier de temps en temps les satellites pour éviter les collisions. Donc on ne peut pas se faire l'économie, si vous voulez, d'un côté sans avoir son inconvénient, mais il y a toujours un équilibre qui est obligé de s'ajuster. La dernière question. Oui. Avant-dernière, ok. Oui, est-ce qu'il peut arriver que le pilote doute des données qui sont affichées par l'appareil parce qu'il les trouve aberrantes? Et est-ce qu'il peut arriver qu'il les trouve aberrantes alors qu'elles ne le sont pas? En qui a-t-on plus confiance, l'homme ou la machine? Bon, c'est que si un pilote il a ses données sur son ordinateur, il ne peut pas avoir confiance, il les trouve aberrantes, il peut aussi se tromper, parce que les prendre pour aberrantes alors qu'elles sont réelles. Et c'est tout, ça c'est tout la prise de risque. Je veux dire, c'est fondamental. On a des systèmes maintenant de pilotage. Vous êtes pilote de Rafale maintenant, si vous voulez, pour aller faire des missions. Moi, j'ai le cerveau câblé comme un pilote de 14-18. On parlait du pilotage aux fesses tout à l'heure. Mon ordinateur personnel, c'est lui qui me fait la navigation et qui me fait prendre des décisions, etc. Maintenant, les systèmes qu'on a, c'est qu'on va d'un point à un autre et on vous donne tout. Un avion de ligne, c'est pareil. Bon, mais de temps en temps, ça peut bugger. On revient à la catastrophe d'Air France. On a des systèmes de protection du domaine de vol qui sont extraordinaires. L'élément de base, l'élément de sécurité, c'est la vitesse. Bon, à partir du moment où vous avez cet élément qui devient faux parce que l'antenne givre, enfin je veux dire les éléments sont faux, le système de protection du domaine de vol continue à fonctionner, mais il est décalé dans la réalité par rapport à l'avion. Et l'avion se casse la gueule. Et le pilote ne peut plus rien faire, je veux dire. Il a plus les éléments de base pour avoir le réflexe qui soit juste. Et en plus, quand on lui inverse les données, par exemple, la klaxon de décrochage, il fait le geste juste pour reprendre l'avion. Et là, le klaxon se remet à fonctionner. Il n'a pas d'autre élément de s'orienter dans l'espace. Et quand il retire sur l'avion, il s'arrête, il y a un moment, le cerveau rentre en sidération. Et c'est une autre instruction qui va se faire à travers cet événement-là. On se rend compte que le facteur humain est le premier. Mais il y a des réflexes de base à avoir. Un avion, ça retombe encore. On ne sait pas encore faire pour un ovni, de s'arrêter en l'air pour réfléchir avant de retomber, quoi. Et c'est vrai que c'est tout le problème de l'instruction, aussi bien d'un cosmonaute que d'un pilote de ligne. Quand on est sur le bord du domaine, c'est savoir si dans notre cerveau, on va avoir la décision juste. C'est comme dans la vie, des fois il faut y aller, c'est pas ce que vous avez raconté, des fois on n'y va pas, on aurait dû y aller, oui. C'est toujours un peu la même chose. Oui, la dernière question. Messieurs, bonjour, un grand merci à vous. Moi j'ai une très grande interrogation, c'est sur votre préparation mentale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce sujet, puisque vous devez avoir un entraînement aussi mental. Donc un grand merci pour votre réponse. Alors l'entraînement mental, c'est vraiment la préparation de la mission complète. Par exemple, pour nous, c'est 2 ans avant, 3 ans avant, faire les missions au simulateur, connaître bien son système, le connaître vraiment du bout des doigts, répéter les checklists normales, les procédures de panne. Et en général, lorsque vous arrivez à 6 mois avant le décollage ou 1 an avant le décollage, eh bien, ça se passe au simulateur, des séances qui vont durer 8 heures au simulateur, et on commence à vous mettre une panne, puis une deuxième panne, on superpose les pannes, et à la fin, vous avez tellement de pannes que vous vous sentez à l'aise pour régler toutes les pannes, quelles qu'elles arrivent, quelles qu'elles soient. Donc, à la limite, quand vous faites un vrai décollage, c'est presque inquiétant par rapport à ce que vous faites au simulateur, parce que le simulateur, c'est extrêmement actif, la phase de décollage est vraiment active, il n'y a pas 1 minute tant qu'il y a une panne, alors que le vrai décollage, il passe 9 minutes relativement tranquillement. Donc la préparation mentale, c'est vraiment une bonne jonction entre la connaissance du matériel et sa confiance par rapport au checklist, savoir dire que s'il y a une panne, eh bien, on peut le résoudre directement. Je pourrais rajouter, ça devient le mental. Le mental, c'est ce qui fait notre destin. Entre l'imaginaire, il faut d'abord imaginer sa vie pour pouvoir la donner réalité. Et les vieilles civilisations avaient déjà été beaucoup plus proches de la pensée que maintenant. Nous, on y revient maintenant. On revient avec le yoga, on revient avec l'hypnose. La patrouille de France, je ne sais pas si vous avez entendu, le leader fait la musique. C'est-à-dire, c'est comme les grands champions, on visualise les événements, on visualise ce qui va se passer. Ça vous fixe sur, moi dirais-je, une espèce de procédure qui va vous donner le geste juste. Moi, quand j'étais gamin, je faisais des arts martiaux, j'avais un vieux maître,
Et les samouraïs, qui étaient des types extra, c'est-à-dire comme des guerriers, ils répétaient 1000 fois le même geste pour qu'il soit parfait, c'était des tueurs. Mais en même temps, il était le bouddhiste zen. Ça veut dire qu'ils savaient déjà se mettre en onde alpha, en relaxation, pour visualiser leur victoire, et ça le conditionnait. Et quand je disais tout à l'heure que le moral, l'état d'esprit dans lequel vous êtes va vous conditionner leur réussite ou l'échec, si vous visualisez l'échec, vous avez 100% de réussite dans l'échec. Et il y a un effort à faire, c'est simple, c'est très dur. En fait, c'est de s'autoriser quelque part avec son mental, imaginer la victoire. Et l'émotion vous fixe, l'image vous met quelque chose dans le cerveau, et l'émotion que vous allez vivre dans la réalité va vous induire. Et la préparation mentale est de plus en plus importante. Et dans notre société actuelle, les séminaires qu'on fait en général, on dit aux gens, mais vous pouvez... Imaginez que vous êtes... Imaginez, d'ailleurs on imagine notre projet, on imagine un projet pour aller dans l'espace. Et la préparation mentale devient aussi nécessaire que le reste. Et je dirais même qu'elle devient encore plus importante puisqu'on a de l'intelligence artificielle. Et les deux, ça devient un outil fabuleux. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais par contre, c'est nous qui restons maîtres. Et c'est sur ces mots qu'on va vous remercier, messieurs. Un beau moment pour effectivement prendre de la hauteur. On va revenir sur, juste avant la pause, un moment qu'on avait organisé hier soir. Sur Terre, les choses sont parfois plus complexes que dans l'espace, notamment quand on doit faire bouger des trains pour nous amener des gens à l'heure. Je tiens à préciser que c'est pas la faute à Carole. Hein. Non, c'est surtout pas ce qu'on voulait dire. Surtout pas. Il est temps donc de nous reconnecter à ce que nous avions prévu hier, d'avoir une invitée issue du CESE. Voilà, donc Carole Couvert, que tout le monde connaît, hein, qui est la vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental. Et donc, nous l'avons invitée pour qu'elle nous fasse découvrir, redécouvrir ou connaître pour certains qu'est-ce que c'est que cette grande institution que pas mal de Français méconnaissent, ou peut-être un peu mal à travers certains médias. Donc je pense que tu vas pouvoir nous dire ce que c'est et rétablir la vérité. Nous allons profiter de sa présence. Je vous demande de l'accueillir. Carole Couvert. Bravo. Merci. Waouh. Je dis waouh parce qu'après la séquence que nous venons de connaître, nous avons eu beaucoup de chance à avoir deux hommes tels que Jacqueline et Michel Tonini pour démarrer cette matinée, deux hommes passionnés et passionnants, deux hommes qui nous ont fait faire un voyage, mais qui en même temps nous ont donné aussi une leçon d'humilité. Et je crois que c'est le plus important, ils sont allés au bout de leur passion, mais pour aller au bout de leur passion, il y a du travail, il y a de l'entraînement, il y a parfois des échecs, et il faut rebondir. Et je crois que là, on a eu un démarrage formidable. Alors, du coup, je vais essayer de vous amener dans un autre voyage. Ce n'est pas le même. Nous allons retourner à Paris. Je vais vous présenter le Conseil économique, social, environnemental. C'est la 3e Assemblée constitutionnelle, donc après le Sénat, l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons la chance d'avoir un groupe. Voilà, ça passe pas à l'écran. Si, c'est bon. Donc, nous avons la chance, côté CFE-CGC, d'avoir un groupe de 8 personnes au sein de cette institution qui a été créée dans les années 58. Donc, vous voyez, on va fêter 60 ans et peut-être même 70 ans d'inscription dans la Constitution parce qu'elle a existé avant sous d'autres formes. C'est une institution qui, au cours de ces dizaines d'années, a déjà évolué à plusieurs reprises. Et je vais vous faire un deuxième temps dans ma présentation pour vous dire ce que cela peut devenir. Parce qu'il y a une réforme constitutionnelle qui a été évoquée. Et donc, on va passer plus de temps sur le potentiel, l'évolution. Je vais passer rapidement sur ce que c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, 3 missions principales. Nous sommes là pour conseiller. Nous avons un rôle consultatif. C'est-à-dire que nous rendons des avis et après, les députés, les sénateurs, le gouvernement prennent les décisions qu'ils souhaitent. Nous sommes là pour donc contribuer à l'élaboration de la loi, mais nous sommes là aussi après pour faire des évaluations des politiques publiques. Et, point très important qui est souvent oublié, et c'est ce que l'on ne vous dit pas toujours dans les articles de presse que vous pouvez voir, c'est une institution qui est là pour favoriser le dialogue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 233 conseillers, 72 personnalités associées, donc un effectif de 300 personnes. Nous avons 18 groupes.
Et c'est là où je veux en venir. 18 groupes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des agriculteurs, ça veut dire des jeunes, ça veut dire la mutualité, la sphère associative, ça veut dire les représentants des salariés que nous sommes, les entreprises. Ces 18 groupes ne sont pas dans une logique de posture d'appareil. Chacune et chacun arrive avec une seule volonté, c'est rechercher l'intérêt général. Alors, de temps en temps, vous voyez dans la presse « institution du compromis mou ». Oui, mais c'est peut-être oublier qu'aujourd'hui, dans une période de montée du populisme, de montée des extrêmes, c'est un des rares lieux dans lesquels nous discutons et nous recherchons un point de compromis, un point d'équilibre intelligent. Alors, pour contrecarrer cette critique, parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir la capacité d'entendre ce que l'on nous reproche pour évoluer, nous sommes en train de travailler et nous allons travailler pour afficher aussi ce qui nous sépare. C'est-à-dire que dans nos prochains avis, non seulement nous allons mettre en face des compromis intelligents, mais nous allons commencer à laisser la trace des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et là, ça va devenir intéressant. Donc c'est une évolution permanente. Alors je vous disais, 233 conseillers. Sur les 233 conseillers, notre groupe CFE-CGC, c'est 6 personnes. Il y en a 69 qui représentent les salariés. Nous avons 6 personnes, ça veut dire que nous représentons 9% de la structure. Donc vous avez la chance, dans votre fédération, d'avoir une représentante de choc qui est Sabrina Roche. Et donc je vais vous présenter toute l'équipe. Donc toute l'équipe, vous avez donc les photos, Régis Dos Santos qui est au premier rang, donc président de la Fédération de la Banque. Vous avez Gabriel Artero qui est président de la Fédération de la Métallurgie, Jean-Claude Delage qui est vice-président de la Fédération des fonctions publiques, Véronique Biernet-Roche qui vient de la Fédération de la Chimie, et vous avez également Fanny Larosa qui est personnalité associée qui vient de la Fédération des fonctions publiques. Et puis, bien entendu, notre attachée de groupe qui nous est précieuse, parce que c'est finalement la femme chef d'orchestre qui va permettre la coordination entre tous, qui est Stéphanie Forge, qui vient de la Confédération. Donc, une petite équipe qui travaille pour vous au quotidien. Et donc, dans le CESE, il y a 12 formations de travail, 9 sections, 3 délégations. Alors, quand on vous dit que nous sommes 6 conseillers, vous doutez bien que c'est compliqué de couvrir 12 formations de travail. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas présents dans 3 sections. Section environnement, section agriculture et pour l'instant, parce que ça peut peut-être évoluer, la section aménagement durable du territoire. Ça ne nous empêche pas de contribuer. En revanche, ça veut dire que nous n'avons pas de représentants physiques dans toutes ces différentes sections. Nous couvrons, sinon, vous le voyez, les différentes sections et délégations. Alors, comment fonctionne le CESE aujourd'hui ? 18 groupes, ça veut dire un représentant par groupe au bureau, un président. Le président, c'est Patrick Bernasconi. Il vient de la sphère du dialogue social puisqu'il a été président du MEDEF des travaux publics. Donc c'est quelqu'un qui est un praticien du dialogue. Et puis donc un secrétaire général qui a été choisi, recruté au moment de cette mandature qui a démarré en 2015. Une mandature chez nous, c'est 5 ans. Donc là, elle est de 2015 à 2020 et c'est renouvelable une fois. Voilà. Donc les règles sont claires pour tout le monde. 2 chiffres pour lesquels nous sommes très très fiers. Depuis 2010, il y a une obligation de parité dans les désignations. Et donc, résultat des courses, nous avons 46% de femmes dans l'institution. Mais on pourrait dire, oui, 46% c'est bien, mais comme d'habitude, on ne va pas les retrouver dans les fonctions dirigeantes. Eh bien, pas du tout. On les retrouve très bien dans les fonctions dirigeantes et ça s'est fait naturellement puisqu'on a 47% de femmes dans les postes de direction. Alors ça veut dire des vice-présidentes, dont je fais partie, ça veut dire des présidentes de formation de travail, ça veut dire aussi des questeurs, puisqu'on a une questeur au CESE. Voilà. Donc vous voyez une représentation équilibrée, c'est important parce qu'on joue vraiment la carte de la complémentarité. Alors aujourd'hui, il y a 4 possibilités pour nous saisir. La première, bien entendu, c'est le gouvernement. D'ailleurs, nous venons de recevoir une saisine qui est extrêmement importante et qui vous concerne tous, qui est sur l'avenir du travail. C'est une saisine qui vient du Premier ministre. C'est Régis qui va plancher dessus dans sa section travail. Pourquoi elle est structurante ? Parce que le Premier ministre nous demande de travailler sur les aspirations des jeunes en matière de recrutement. En face, il nous demande de recenser les pratiques des entreprises publiques et privées pour répondre aux aspirations des jeunes. Une fois qu'on a fait ces 2 diagnostics, le Premier ministre nous demande de faire des propositions pour améliorer les choses. Mais il ne s'arrête pas là.
Il nous demande de réfléchir et de regarder quelles sont les nouvelles formes d'engagement. Et dans la lettre de saisine, il dit « Et qu'en est-il de l'engagement syndical ?» Donc ça veut dire que dans les 6 mois qui viennent, les propositions que nous allons devoir porter pour la CFE-CGC vont structurer les mois et les années à venir, parce qu'en fait, le Premier ministre n'a pas fait cette saisine par hasard. Il a fait cette saisine parce que la France, l'année prochaine, en 2019, va présider le G7 et donc va utiliser les propositions du Conseil économique, social, environnemental pour alimenter sa feuille de route. Donc on a un vrai travail à produire. Nous sommes attendus, ça veut dire des propositions qui soient pratiques, opérationnelles et peut-être aussi avoir une dose d'imagination. Donc première possibilité, saisine du gouvernement. Deuxième possibilité, elle est un peu plus rare, malheureusement pour l'instant, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat, c'est simple, on a 0 saisine. En revanche, l'Assemblée nationale, on a quelques demandes. Et puis, on a depuis 2010 une nouveauté, pétition citoyenne. Demain, si vous avez un sujet qui vous passionne, si vous lancez une pétition sur les réseaux sociaux et que vous recueillez 500 000 signatures, à ce moment-là, ça arrive au CESE et on traite le sujet. On a traité comme ça un sujet très délicat, sujet de société, la fin de vie. C'est-à-dire nous avons été amenés à parler de l'euthanasie et à prendre des positions sur l'euthanasie. Ce sont des sujets à chaque fois qui sont compliqués parce que si on prenait dans cette salle et qu'on vous interrogeait tous sur ce type de sujet, ça serait peut-être délicat de dégager une majorité. On se positionne tous en fonction de notre histoire, notre culture, nos valeurs familiales, notre vécu. Et donc là, ce sont des sujets sur lesquels il n'y a pas toujours de position confédérale, parce qu'à la Confédération, depuis des années, nous travaillons sur les sujets d'entreprise et nous ne sommes pas forcément allés sur ces sujets sociétaux. C'est un champ qu'il va falloir explorer, en tout cas au sein du CESE, dans les mois et dans les années qui viennent. Pour vous donner une idée, on pourrait avoir à traiter, parce que ça n'a pas encore atteint le seuil de 500 000 signatures, le bien-être animal et la PMA. Donc vous voyez, des sujets qui sont assez lourds. Et la dernière possibilité, bien entendu, c'est qu'un conseiller, une conseillère propose un sujet et on parle de saisine d'initiative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, depuis cette nouvelle mandature avec Patrick Bernasconi, les choses sont en train de se rééquilibrer. Dans le passé, il y avait beaucoup d'autosaisine, donc de saisine d'initiative à hauteur de 70-80%. Et là, on est presque à 60-40. Alors, ce n'est pas encore suffisant. On va travailler pour aller beaucoup plus loin. Mais on voit qu'il y a une relation qui se crée et que le CESE est en train de prendre la place qu'il devrait dans le paysage de fabrication de la loi. Et donc, bon, ça on va passer parce que c'est le détail. Vous l'aurez la présentation, hein, donc soyez pas inquiets. Avant de venir à la réforme, il me paraissait important que vous ayez en tête 2 chiffres, justement parce que ça évite de parler sur des on-dit, sur des rumeurs. Le CESE a pâti pendant des années, en fait, d'avoir travaillé dans l'ombre, de ne pas avoir revendiqué, affiché, communiqué autour de ce qu'il faisait. Mais en fait, quand on creuse, quand on reprend toutes les propositions qui ont été formulées et ce que l'on retrouve dans la loi, si c'est une saisine officielle, on retrouve 74% des propositions du CESE dans la loi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les attachés parlementaires, les vrais attachés parlementaires, hein, ceux qui travaillent, pas les fictifs, les vrais, ils s'inspirent de nos rapports pour en fait rédiger les amendements de leurs députés ou de leurs sénateurs. Mais jamais c'est marqué que ça vient du CESE. Et nous, on n'a jamais eu besoin de revendiquer ça. Ce qui nous importait, c'est que le résultat arrive. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous allions au-delà et que nous communiquions sur ce que nous faisons au fur et à mesure. Et puis, quand c'est une saisine d'initiative, bien entendu, c'est moins important parce qu'elle n'arrive pas toujours dans l'actualité, pas au bon timing. Et donc là, on est à 64%, donc des marges de progression. Donc justement, sur quoi devons-nous travailler ? On doit travailler pour se faire connaître. Parce que cette maison, aujourd'hui, 3e assemblée constitutionnelle, n'est pas suffisamment connue. Si on fait un sondage parmi vous, avant de démarrer cette séquence, je pense qu'on serait arrivé peut-être à 10-15% de la salle qui connaissait le CESE. Donc on a une grosse marge de progression à faire. Mais pour que vous nous connaissiez mieux, il faut qu'on ait des propositions un peu plus incisives. Et ça, on est en train d'y travailler. Pas des propositions à l'eau de tienne, vraiment des propositions qui soient percutantes, qui soient opérationnelles. On doit, je vous l'ai dit, afficher nos différences, ne pas en avoir peur, parce que ça peut être une force dans les mois et dans les années qui viennent. Des choses qui ne sont pas dans l'air du temps aujourd'hui peuvent très bien le devenir dans quelques temps, donc il faut en garder la trace. Nous devons assurer un service après-vente sur l'ensemble de nos propositions, c'est-à-dire quand un projet de loi arrive, si ça a été traité dans le cadre d'une saisine d'initiative, c'est aller au-devant de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour expliquer les propositions de la société civile organisée que nous sommes.
le terme société civile organisée est extrêmement important. On va y venir dans le cadre de la réforme. Et puis, faire notre révolution numérique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore pour beaucoup de choses à l'ère du papier ou de process qui ne permettent pas suffisamment de travailler à distance, d'avoir des collaborations avec d'autres institutions. Et donc là, nous avons des marges de progression. Alors, la réforme constitutionnelle, on a entendu beaucoup parler jusqu'à l'été, et puis est arrivée l'affaire Benalla. Elle a été légèrement enterrée, et normalement, elle devrait ressortir en janvier 2019. Alors, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la réforme constitutionnelle vue du président de la République, c'est-à-dire le premier projet, et puis je vais vous dire ce qu'elle est devenue dans le cadre de l'examen à la commission des lois de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a quelques évolutions. Donc, version initiale, demande du président de la République, c'était de dire « je veux clarifier le périmètre de chacune des trois assemblées ». Et donc, plutôt positionner le Sénat sur les territoires, plutôt positionner l'Assemblée nationale sur le travail autour de la loi, et plutôt positionner le CESE comme l'assemblée qui assure le lien avec les citoyens, qui est un lieu de débat, qui est une assemblée du temps long, une assemblée du futur. Et donc pour cela, il veut à la fois clarifier les moyens. Quand on dit les moyens, ça veut dire aussi le nombre de personnes qui y travaillent. Donc au début, on nous a parlé d'une réduction de la voilure de 30% des effectifs. Et puis finalement, en janvier 2018, c'est bien resté à 30% pour le Sénat et l'Assemblée nationale. Et pour notre institution, c'est passé à 50%. Ce qui veut dire que si la réforme constitutionnelle passe, pour le CESE, ça signifie passer de 305 personnes à peu près à 155. C'est pour ça que la révolution numérique est extrêmement importante. Parce que si on se projette post-réforme constitutionnelle, ça veut dire moins de conseillers pour faire davantage de saisines dans des délais plus courts. Donc il faut être professionnel, il faut avancer. Mais ça veut dire aussi pour une confédération comme la CFE-CGC, moins d'argent. Donc il va falloir aussi en tenir compte dans les budgets qui viennent, puisque le groupe ramène de l'argent à la confédération, que ce soit au niveau des conseillers ou au niveau de l'attaché de groupe. On nous a évoqué, alors pour l'instant ça a été écarté, mais le risque n'est pas complètement évacué, la possibilité d'avoir des citoyens tirés au sort. Notre organisation est claire, nous nous sommes positionnés contre pour l'instant, parce qu'on a dit, mais finalement si on prend des citoyens tirés au sort, à quoi servent les corps intermédiaires que nous sommes ? On est en train d'amorcer un détricotage si on fait ça. Quelle devient la légitimité des organisations syndicales alors que nous avons un critère et une mesure de représentativité au travers de l'élection ? Je vous rappelle que dans les composantes que je vous ai citées, ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, quelle est la représentativité d'une association ? Quelle est la représentativité d'une ONG ? Comment elle est mesurée ? Donc cette réforme constitutionnelle va poser un certain nombre de questions qui ne vont pas être simples à traiter. Avis consultatif, ça c'est maintenu et ça nous va bien, parce qu'au CESE, nous ne sommes pas des élus au titre parlementaire démocratique, nous sommes bien là pour donner des conseils et il appartient aux élus que nous choisissons dans l'urne, aux députés, aux parlementaires, de prendre les responsabilités de fabriquer la loi. En revanche, le point positif du projet d'Emmanuel Macron, aujourd'hui nous sommes sur des saisines sur les lois programmatiques exclusivement, saisines obligatoires, et là, il voulait nous saisir systématiquement sur tout projet de loi qui touche le champ économique, le champ social, le champ environnemental. Donc quand vous dites les 3 piliers, vous touchez à tout. Sauf une chose qui reste chasse gardée, c'est le périmètre de la loi Larcher qui appartient aux partenaires sociaux. Et ça, nous l'avons bien rappelé dans chacun de nos travaux, dans chacune de nos productions pour la CFE-CGC. Alors, c'est cet aspect qui a été retoqué par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui nous inquiète, parce que l'Assemblée nationale a retiré la saisine automatique et n'a même pas laissé l'inscription de la saisine sur les lois programmatiques. Donc si on reste en l'état, le CESE post-réforme constitutionnelle a encore moins d'intérêt que le CESE d'aujourd'hui. Donc on va se battre tout au long du process pour vraiment rendre cette maison incontournable. Le délai, aujourd'hui, nous sommes, quand il y a une loi programmatique, entre 3 semaines et 6 mois. À l'avenir, on nous a rassurés, ça pourrait être un délai de 2 mois, ce qui permet quand même d'avoir une production de qualité. On aimerait mieux avoir 3 mois, mais bon, on s'adaptera. Le nouveau nom, Chambre de la société civile, on aurait aimé organiser, mais bon, on va dire que c'est un compromis qui nous va bien. Sorti de la commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est devenu le Forum de la République. Alors là, Houston, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qui vous a été présenté avant, on a un problème, parce que Forum de la République et citoyens tirés au sort, ça peut donner la préfiguration d'une institution qui, demain,
serait composé exclusivement de 155 citoyens tirés au sort. Donc là aussi, on va faire un travail pédagogique, parce que, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais si vous avez la curiosité de vous intéresser au débat de la commission des lois, eh bien, nous sommes tombés de l'armoire. Quand nous avons lu les débats, nous avons vu certains députés fraîchement élus qui, dans les débats, ont dit « Mais le CESE, comment ose-t-il se revendiquer d'être la 3e Assemblée de France ?» Oui, mais il faut juste commencer par lire la Constitution avant d'aller en commission. Ça permettra d'avoir la réponse à cette question. Je vous dis ça, c'est pas pour blaguer, et c'est aussi valable pour votre activité quotidienne, qu'elle soit syndicale ou professionnelle. Le renouvellement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale fait qu'aujourd'hui, ces députés, même s'ils sont pleins de bonne volonté, ils ne connaissent pas tous le fond des dossiers. Et donc, nous avons des opérations de pédagogie, de sensibilisation à mener. Et là, pour le CESE, nous allons en mener une afin de faire connaître notre rôle, parce que nous ne sommes pas en train de leur marcher sur les pieds, nous ne préemptons pas leur périmètre, bien au contraire, nous voulons jouer la complémentarité des assemblées. Donc, l'idée également du projet initial, c'est d'avoir davantage de coopération. En fait, l'idée derrière, c'est quoi? C'est aujourd'hui, quand il y a un projet de loi, le gouvernement peut être amené à saisir jusqu'à 70 instances. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est simplement de dire on va rationaliser le process et essayer, côté gouvernement, de limiter les consultations pour pouvoir gagner du temps dans la fabrication de la loi. Quand je vous dis ça, il faudra aussi raisonner sur les mandats au niveau de l'interprofession, parce que ça aura des conséquences à un moment donné. Et donc, de 12 formations, on va passer à 6. Donc voilà l'idée et l'objectif. Cette institution, elle est fondamentale pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est avant les projets de loi. Donc c'est là où il faut faire le lobbying, c'est là où il faut porter les propositions de la CFE-CGC pour être connu et entendu. C'est avant le travail qui va être mené par la Confédération dans les gouvernements, dans les ministères. Donc c'est vraiment fondamental. Donc vous avez la chance d'avoir une équipe qui est à votre service, qui bosse sérieusement sans se prendre au sérieux. Vous aurez toutes les coordonnées avec la présentation et on se tient tous à votre disposition pour la suite. Mais cette maison, c'est la vôtre, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Et juste un petit message personnel. Merci pour votre engagement. Les 2 précédents intervenants ont dit ne renoncez à rien. Moi, je vous dirais ne lâchez rien. Continuez, vous faites un travail formidable. Et le dialogue social, si on peut en être fier, c'est parce que vous mouillez la chemise au quotidien et que vous êtes dans l'intérêt général et la proposition, donc bravo. Voilà. Et comment je pense? Merci. Ouais. On va s'en occuper. Merci Carole. Merci beaucoup, il est temps de faire un break. On s'offre quoi, 20 minutes de pause café? Oui, 20 minutes de pause café, voilà. Pour vérifier qu'il fait beau dehors, et à tout à l'heure.